Jean-Hilaire Ladouceur, le redoutable chef de gang recherché par la police nationale, a été tué hier vendredi. Il a été assassiné à Cité-Soleil par des membres d'un autre gang, a confirmé le porte-parole adjoint de la police nationale, l'inspecteur principal Gary Desrosiers. Jean-Hilaire Ladouceur, dit Lélé, avait à son actif une cinquantaine de crimes. Il est accusé notamment d'implication dans l'assassinat dimanche à Monnoville du policier Rigaud Claude Clermont. Écoutez les explications de Gary Desrosiers. Ça a passé dans Soleil 17. Côté que Jean-Hilaire Ladouceur, qui donc les Lélé, qui c'est chef de gang, qui était empêché population paisible qui vivent dans un Monnoville là, vaquer librement d'activité. Et monsieur tout, il est impliqué dans plusieurs cas d'assassinat, vol, viol, meurtre. Monsieur tombé suite à résistance avec ZAM, est fait avec un groupe armé au niveau de Cité Soleil. Plus précisément, dans Soleil 17, côté que, et malheureusement, et bandit ça a perdu la ville. Il a perdu la ville, mais nous connaissons c'était déjà une grande préoccupation pour la police. Présence individu ça dans la rue, en raison de l'ensemble des actes qui sont sous le Gary Desrosiers. C'est pas pour la police tout simplement, c'est pour la population. Et nous te comprenons tout, réaction population qui vit dans une monoville là. Et les apprennent que les LSA est impliqué dans l'assassinat qui était fait sous jeune policier 26e promotion, qui a 24 ans, qui c'est policier agent 1 Clermont Rigaud Claude, qui était perdu la ville dimanche 11 décembre 2016, qui se passait là à côté que un groupe de bandits lynché jeune policier ça. On a dit tout que au niveau de la police Keskov, opération conjointe police Keskov et commissariat Pétionville, gagné une vingtaine d'interpellations qui fait parmi arrestations ça la police mettait même en collecte Maxon Jean-Louis qui c'est auteur principal là, qui est tué policier Clermont Rigaud Claude dimanche 11 décembre qui se passait là. Gagné tout, il a arrêté Régine Guillaume qui s'est concubiné, monsieur Al caché dans une zone en dehors même de Keskov. Côté que la police met en collecte. Il y a plusieurs co-auteurs tout et qui est impliqué dans les charges. Il a été fait sous policier Clermont Rigaud Claude là. Mais les LSA et Jean-Hilaire Ladouceur ça, font-ils parler encore de lui, non, Gary Desrosiers? Combien de crimes comme ça, monsieur te gagne actif li? Et gagné plusieurs cas justement, près d'une cinquantaine de cas de crimes que le gagne sous Doli. Et nous croyons que la police de Pétionville a arrêté le deuxième chef de gang qui ont sinon que les feux de tout, et nous avons parlé ça à tout dans Microvision 2000. Et tu gagné justement opération justement qui est lancée d'elle. Mais pour le moment, gagné au niveau de la police de Pétionville et au niveau service d'investigation, il côté qui a attendu moun qui a arrêté et pour nous capables de regarder est-ce que il y a l'autre cas tout que les LSA quitté un gros bandit dans la zone Monnoville. Le porte-parole adjoint de la police nationale, l'inspecteur principal Gary Desrosiers. La deuxième session des assises criminelles sans assistance de jury qui se déroule au tribunal de première instance de Port-au-Prince en est à sa 5e journée. Le tribunal criminel a déjà condamné 3 individus, respectivement à 3 ans d'emprisonnement, 8 ans de travaux forcés et 4 ans de réclusion criminelle. Ils sont reconnus coupables de vol, de viol, de faux et usage de faux, a indiqué le juge instructeur Joseph Judilien Fanfan qui fait office de doyen AI du tribunal de première instance de la capitale. Il précise que 3 autres accusés ont été libérés. Le magistrat informe que 60 dossiers au total seront entendus par le tribunal criminel. Les assises seront suspendues le 23 décembre prochain en raison de la Noël, a annoncé le juge Joseph Judilien Fanfan qui était au micro de Marie-André Bélange. Comme la loi prévoit, nous avons convoqué en deuxième session des assises criminelles qui a commencé lundi 12 décembre 2016. Nous avons gagné 60 affaires en état. Pour première semaine maintenant, nous avons 20 affaires. Nous avons 4 affaires, il y a 2 accusés qui ont quitté et on condamné à 3 ans de travaux forcés. Mardi, nous avons 4 affaires également. Nous avons une décision référée pour comporter politique de justice revenu pour communiquer une décision juge. Pour mercredi, nous avons encore 4 affaires, il y a 2 condamnés, dont une à 8 ans et une à 8 ans de travaux forcés et l'autre à 4 ans de réclusion criminelle. Jeudi, c'est-à-dire hier, 4 affaires. Nous gagnons acquitté, nous avons
une décision pour l'autre. Je dis à la tête des 3 affaires qui est en jugement, donc nous avons une décision pour eux. Quand vous avez des vols à Miami, des associations de malfaiteurs, viols, faux, etc. En écriture publique et authentique, des cas comme ça. Donc comme je dis, nous avons un tribunal de temps de 60 affaires qui est en état, qui est prêt pour jugement. Assise là, continue toujours. Semaine 19 ou 23, on a continué avec tant d'affaires toujours. Vous connaissez dans l'époque fête. Si fête l'arrivée là, donc le tribunal là compose quand même, après on a recommencé encore en janvier. Donc il faut évacuer toute canne qui est en état. Le doyen AI du tribunal de première instance de Port-au-Prince, maître Joseph Jeudilien Fanfan, clôture hier à l'école de la magistrature à Frères de la 6e session de formation sur l'apatridie organisée à l'intention des jeunes professionnels du pays, une initiative de l'Institut international des droits de l'homme de Strasbourg en collaboration avec l'EMA. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, maître Camille Junior-Edouard, de l'ambassadeur de l'Union européenne en Haïti, Vincent Degère, et de l'ambassadrice de France, Elisabeth Béton, délègue. Des certificats ont été remis à une centaine de participants à cette formation qui s'est déroulée du 6 au 16 décembre. Écoutez les déclarations du directeur de l'école de la magistrature, maître Kessner Michel Teramizi. Comme on connaît à partir de son sujet d'actualité, tenant compte de problèmes qui posent à travers le monde à question à partir d'IA. Nous sommes des mondes qui n'ont pas de nationalité et nous connaissons que même nous autres Haïtiens nous sommes frappés par ça. On a parlé des réfugiés et aussi des apatrides. Parce que l'apatride c'est celui qui n'a pas de nationalité. Formation ça a été organisée non seulement pour pratiquement pour des professionnels. Je prends les organisations de droits humains, des avocats, des magistrats et des policiers et tout. Donc, sont, comme vous remarquez là, à travers chaque dîner, toute presse là, ça on tape suivre là, après. Toute organisation des droits humains est représentée là, des magistrats et des magistrats fraîchement diplômés, tout est là, des avocats. Donc, au moins, il y a une centaine de monde. Logiquement, nous dit 90, mais on connaît, l'on fixe le 90, il y a des gens qui viennent suivre comme des auditeurs. Et attends-nous, c'est que ils viennent plus connaissance de l'apatridie et que ils sont plus conscients des réalités. Hein. Et comme nous connaissons fait face à une situation d'apatridie au niveau de la République dominicaine et que les Haïtiens sont conscients, ils connaissent une convention qui est signée par une série d'États. À partir de ils ont un droit à la protection, ils ont un droit à la nationalité. Nous sommes conscients en tant que juristes de problématiques là et que nous sommes capables de travailler de sorte que question à traiter. Et ce n'est pas sans raison où nous parlons là, où toutes les autorités représentées là, où le ministre de la Justice apprend à tout de questions d'apatridie. Et nous-mêmes, en tant que juristes, c'est l'école de la magistrature, bénéficiaires de formation Institut international des droits de l'homme de Strasbourg et Fondation René Cassin. Donc nous mettons toutes les juristes comme si l'école de la mission en connaissance de cause. Donc pour prendre des dispositions pour que tout dégâts qui a partir de causé que nous résolvions. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, maître Camille Junior-Edouard, qui participait à cette cérémonie, a salué le support de la France et de l'Union européenne dans la formation des magistrats et des membres d'organismes de défense des droits de l'homme. Cette formation facilitera une meilleure compréhension de la question des droits de l'homme en Haïti, a dit le garde des Sceaux de la République. Il a informé que le nombre d'apatrides dans le monde est estimé à 15 millions. Maître Camille Junior-Edouard, au micro de Léon Kiercivil. Les sessions d'enseignement en droit international des droits de l'homme qui sont organisées à l'EMA permettent de sensibiliser la société civile et les acteurs intervenant dans le domaine des droits de l'homme ainsi qu'aux problématiques soulevées par cette matière. Je voudrais adresser mes vifs remerciements à l'endroit du gouvernement français, à l'ambassade de France en Haïti, aux représentants de l'Union européenne pour leur soutien au renforcement de capacités dans le domaine des droits de l'homme en Haïti. Je remercie également les formateurs haïtiens et internationaux qui, en partageant leurs connaissances, leurs expériences, permettront d'aboutir à une protection effective, efficiente et efficace des droits de l'homme en Haïti. La réalisation de ces formations en Haïti même permet d'avoir un meilleur taux du nombre de participants aux sessions annuelles d'enseignement. La volonté est principalement de renforcer la compréhension des différents défis soulevés par les systèmes de protection des droits de l'homme, mais aussi de développer une collaboration étroite et solide entre les autorités étatiques et les défenseurs des droits de l'homme, et ceci pour permettre une application effective de ces droits. Cette année, la formation porte sur la thématique de l'apatridie
et on estime à 15 millions de personnes les apatrides dans le monde. La Convention sur la réduction des cas d'apatridie de 1961 vient de compléter les dispositions de la Convention de 1954 relative au statut des apatrides. Deux traités constituant le fondement du cadre juridique international de lutte contre l'apatridie. Maître Camille Junior-Edouard, ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Autre information dans cette édition, à l'occasion du traditionnel cocktail organisé jeudi soir par la Chambre américaine de commerce en Haïti à la résidence de l'ambassadeur américain pour célébrer la Noël et la fin de l'année, le président de la AmCham, Carl-Auguste Boisson, a félicité publiquement le gouvernement et le Conseil électoral provisoire pour les efforts consentis pour organiser des élections acceptables dans ce contexte politique et économique difficile. Le numéro 1 de la AmCham a mis en avant les impacts de l'instabilité politique sur le pays en 2015 et 2016, des années au cours desquelles l'emploi a régressé et le PIB a baissé, entraînant ainsi beaucoup plus de pauvreté dans le pays. Estimant que la première partie du processus électoral s'est déroulée dans l'ordre et le respect de la loi, Carl-Auguste Boisson y voit une note optimiste qui ouvre la voie à une période potentielle de stabilité et de progrès pour Haïti. Selon lui, le temps est venu pour nous de dire non à la violence, aux menaces et intimidations, appelant tout un chacun, dont les membres de la AmCham et les élites, à collaborer avec les nouvelles autorités. Nous l'écoutons. L'année 2016 a été une année difficile, marquée d'événements politiques tumultueux. Nous avons vu tour à tour l'échec du second tour des élections présidentielles, la démission du Conseil électoral provisoire et son remplacement par un nouveau conseil, le départ du président élu et son remplacement par un gouvernement de transition, la mise en place d'une commission d'évaluation des élections de 2015 qui a conclu à la nécessité d'en organiser de nouvelles. Finalement, le CEP a organisé et tenu de nouvelles joutes le 20 novembre dernier, première étape du processus pour élire un nouveau président et renouveler une partie du Parlement haïtien. Pendant ces péripéties, le pays a souffert. Les investisseurs ont hésité et l'emploi a régressé. Notre produit intérieur brut a lui aussi accusé le coup et Haïti s'est malheureusement appauvri un peu plus. En 2016, nous avons aussi vécu un ouragan dévastateur, suivi d'inondations majeures qui ont affecté plusieurs départements de notre pays. Malgré toutes ces difficultés et les désastres naturels qui nous ont affectés, l'année 2016 s'achève cependant sur une note optimiste qui ouvre la porte à une période potentielle de stabilité et de progrès pour notre pays. Nous nous réjouissons que la première partie du processus électoral se soit déroulée dans l'ordre et le respect de la loi. Et nous profitons de cette occasion pour publiquement féliciter le Conseil électoral et le gouvernement de la République pour cet effort appréciable. Nous espérons que les nouvelles autorités sauront rassembler les filles et tous les fils de notre pays pour travailler à améliorer le sort des plus démunis qui, franchement, ne savent plus à quel sens se vouer. Nous espérons aussi que les élites, tant intellectuelles qu'économiques, comprendront l'urgente nécessité d'accompagner activement les nouveaux élus pour qu'ensemble, nous nous engagions dans cette œuvre exaltante de construire une société plus juste et plus prospère. Nous souhaitons que ces élites contribueront de manière active à cultiver des valeurs solides pour consolider nos efforts et l'avenir de notre société. Nous, à la AmCham, encourageons nos membres à respecter toutes les lois de la République et à contribuer au fonctionnement de la nation commune en investissant leurs avoirs afin de créer des richesses et des emplois, mais aussi en payant leurs redevances. Le temps est venu pour nous, Haïtiens, d'arrêter de nous quereller pour plutôt nous mettre ensemble et construire un pays, une nation dans laquelle chacun de nos frères a sa place et des opportunités égales. Le temps est venu aussi pour nous de dire collectivement et fermement non à la violence, aux menaces et aux intimidations. Il nous faut arrêter de détruire et commencer à bâtir ensemble.
Et enfin, il nous faut convenir de valeurs fondamentales que tout le monde, je dis bien tout le monde, devra respecter. Carl Auguste Boisson, le président de la Chambre américaine de commerce en Haïti, AmCham. Pour sa part, l'ambassadeur américain en Haïti, Peter Morin, qui répondait aux questions des journalistes présents au cocktail organisé par la AmCham, a dit constater une nette amélioration de la qualité des dernières élections en Haïti par rapport à celles de 2015, citant des observateurs locaux et étrangers. Notant que des candidats utilisent les moyens disponibles pour contester les résultats, le diplomate s'est toutefois déclaré inquiet par rapport aux manifestations de rue marquées par des actes de violence, d'intimidation et de menaces contre des journalistes. Estimant que cela est inacceptable, Peter Morin a dit espérer que tout le monde va laisser le processus se dérouler et que tout le monde va accepter. Nous avons vu cette année, par rapport aux élections de 2015, une nette amélioration de la qualité. Ça s'est déroulé dans une situation paisible, il n'y a pas eu d'incident le jour des élections. Moi, je citais les observateurs et haïtiens et internationaux qui avaient trouvé que les élections étaient crédibles, que c'était bien organisé. Alors, comme ça, on voit avec les résultats et les contentieux en cours, parce que ce que je vois avec les contentieux, c'est très bien, c'est les candidats qui utilisent les mécanismes disponibles dans le processus pour contester s'ils ont des problèmes avec ce qu'ils ont vu pendant le déroulement des élections. En ce qui concerne la rue, j'en suis franchement inquiet, parce que c'est pas à travers la rue que le peuple doit se prononcer, mais avec les urnes. Et nous avons eu justement avec le scrutin du 20 novembre des élections crédibles où le peuple a pu s'exprimer, et maintenant il faut laisser dérouler le processus et accepter les résultats de ce processus. Ce qu'on voit dans la rue est inquiétant, surtout en ce qui concerne la violence, l'intimidation et des menaces qu'on voit aux journalistes qu'on avait vus. C'est inacceptable. Les casseurs, c'est inacceptable. C'est pas comme ça que le peuple s'exprime. Alors nous espérons que tout le monde va laisser le processus se dérouler et que tout le monde va accepter les résultats de ce processus. Présent au cocktail de la AmCham, le président provisoire Jocelyn Ampriver a une fois de plus salué le travail réalisé jusque-là par le CEP et rappelé que les résultats publiés sont préliminaires, que les candidats ont le droit légitime de les contester et que le CEP, le cas échéant, doit rectifier ses erreurs s'il y en a. M. Priver a appelé le Conseil électoral provisoire à assumer ses responsabilités et d'appliquer le décret électoral qui est l'instrument qui gouverne le processus. Il a aussi demandé à la police nationale d'assurer la sécurité des vies et des biens à travers le pays. La Constitution reconnaît le droit à la population d'exprimer librement ses préoccupations par la voie pacifique, mais toute manifestation ne peut aboutir à des cas, à martelé Jocelyn Ampriver au micro des journalistes. C'est toujours clair, sans ces élections, le pays risque de se retrouver dans un véritable chaos, dans une anarchie, avec le dysfonctionnement de l'ensemble des institutions républicaines. Heureusement, on a réussi une première partie, une première étape de cette marche. Sur le plan social, les conditions de vie de la population interpellent tout le monde. Sur le point de vue économique, la dépréciation de la monnaie nationale, c'est le principal indicateur qui montre que la situation économique s'est détériorée au cours des derniers mois. À ces trois principaux défis politiques, économiques et sociaux, on peut ajouter les défis environnementaux. Dégâts que Mathieu provoquait dans la grandance, ils sont liés en grande partie à la détérioration de l'environnement. Mathieu n'a pas fait dégâts seulement sur l'environnement, mais il quittait derrière une crise humanitaire. Donc par rapport à ces 5 défis, il faut que le pays soit doté d'autorités légitimes capables d'affronter ces grands défis. D'où peuvent sortir ces autorités légitimes? Par la voie d'élections neutres, crédibles, honnêtes et démocratiques. On a eu le premier tour le 20 novembre. Il y a eu des résultats préliminaires proclamés par le Conseil électoral. Les
candidat dispose du droit légitime de contester les résultats. Le Conseil électoral a l'obligation constitutionnelle et légale de les entendre et, le cas échéant, de faire les corrections appropriées. Jusqu'à présent, l'exécutif s'est abstenu de toute interférence dans le processus électoral. Il revient maintenant au Conseil électoral d'assumer ses responsabilités et d'appliquer le décret électoral qui est la loi, qui est l'instrument, l'outil qui gouverne le processus électoral. Président, dans la rue, il y a des mouvements, des machines qui ont crasé, il y a des entreprises qui ont victimes. Comment le président de la République, là, garant de bonnes institutions et de sécurité et citoyens, comprennent le mouvement ça, parallèlement à un processus de contestation? La Constitution reconnaît droit à la population d'exprimer librement ses préoccupations par la voie pacifique. Moi dit que toute manifestation ne peut aboutir à des casses. La police nationale a l'obligation d'assurer la sécurité des vies et des biens. En plusieurs occasions, j'ai eu à organiser des réunions avec les ministres concernés pour assurer que vie avec bien monde protégé sur toute l'étendue du territoire. Les droits de quelqu'un s'arrêtent là où commencent ceux des autres. Le chef de l'État, Jostelin Prévert, une rencontre s'est déroulée hier entre le président provisoire en sa résidence et des représentants du Forum économique du secteur privé des affaires autour de la conjoncture politique, économique et sociale du pays. Les représentants du secteur privé ont déclaré constater que le premier tour des élections du 20 novembre dernier s'est déroulé dans le calme et dans le respect de la loi. Toutefois, ils ont exprimé des préoccupations par rapport aux appels à la violence et aux désordres provoqués par les manifestations pour contester les résultats préliminaires. Ils ont appelé au renforcement des dispositions prises par les forces de l'ordre pour sécuriser les vies et les biens de la population. De son côté, le président Prévert a donné aux représentants du Forum économique du secteur privé la ferme garantie qu'il y aura une présence policière massive et visible dans les différentes artères à l'occasion des fêtes de fin d'année et à l'approche de la publication des résultats définitifs de la présidentielle. Jostelin Prévert a dit condamner les appels à la violence d'où qu'ils viennent, affirmant avoir instruit toutes les instances concernées de prendre les mesures utiles pour empêcher des troubles à l'ordre public. On prit part à cette rencontre avec Jostelin Prévert, le Premier ministre Nex Jean-Charles, le ministre de la Justice Camille Junior-Edouard, l'ancien Premier ministre Jean-Max Bellerive, le président du Forum économique du secteur privé Grégory Brandt, l'économiste Pierre-Marie Boisson, Stéphane Krols et Georges Sassine, président de l'Association des industries d'Haïti. La direction exécutive du Conseil électoral provisoire informe la population en général, les partis, groupements politiques et candidats en particulier que l'organisme électoral, voulant rester toujours attaché à son souci d'organiser des élections inclusives, procédera à la reprise du scrutin dans la circonscription de Roseau, plus précisément dans la section communale de Fond-Cochon le 29 janvier 2017. Donc, et la députation sera reprise dans la circonscription des Roseaux, mais particulièrement à Fond-Cochon. Ce scrutin concerne les élections législatives complémentaires, donc, et particulièrement la députation. La direction exécutive du CEP qui tient à préciser que cette reprise concerne 2 centres de vote dans la dite section communale à Fond-Cochon. Donc, le bureau du contentieux électoral départemental de l'Artibonite a rendu sa décision sur le dossier de contestation du candidat au Sénat sous la bannière de Unité patriotique Le Vaillant Louis Jeune, classé 3e dans les résultats préliminaires. Une information confirmée par l'avocat de l'intéressé, Maître Arsène Dujuste, précisant que le tribunal a ordonné la mise à l'écart d'un ensemble de procès-verbaux qui seraient entachés d'irrégularité et le recomptage des voix. Maître Arsène Dujuste répondait à Diego Charles. Après publication résultat, on a estimé que le CPV n'a pas tenu compte des dispositions irritantes de l'article 171.1 en ce qui a trait à certaines irrégularités constatées dans certains PSV. Et CPV a tenu compte de eux, donc parce qu'il est tenu pour respecter scrupuleusement le décret loi du 2 mars 2015. Donc le Vaillant Louis Jeune, en tant que bon démocrate, je crois que la meilleure formule, si elle n'est pas content en décision, c'est aller par devant. Donc,
instance compétente. Ainsi, toutes les parties étaient à la barre, un débat contradictoire pendant plusieurs heures d'audience. Et enfin, le BCED a tranché en ordonnant donc la mise à l'écart de certains PV, des PV incriminés, et a ordonné à ce que ces PV soient mis à l'écart et ordonner un nouveau comptage et renvoie les parties et les contestataires, les jeunes, par devant qui de loi pour les suites nécessaires. On estime que cette décision, donc en les vertus du sol de la légalité en quelque sorte. Selon l'information que nous disposons, nous croyons que c'est une cinquantaine de procès verbal. C'est pour qui motif que le tribunal a les mêmes lui ordonné pour mettre à l'écart? C'est un bon exemple pour un procès verbal. Exemple, gagner 183 votants. Si il y a 183 votants, pas gagner 185 bulletins, bon, sont bonnes irrégularités notoires et pourtant le CPV de tenir compte de ces PV, donc en marge de la loi. Et en tant que bon avocat, n'allez nous faire valoir thèse, nous, le BCED sera obligé de rester dans la limite de la loi. Et c'est pourquoi. Vous confirmez que c'est une cinquantaine de PV que le tribunal l'a demandé pour mettre à l'écart? Moi-même attaqué avec 160 PV. Donc le tribunal l'a demandé une cinquantaine non. Donc moi-même de plus parce que nous croyons dans thèse. C'est pourquoi nous ferons ce que nous doit la mise à l'écart de cette PV, donc nous nos positions extrêmement confortables. Cette décision est venue certes, mais c'est pas pour échiter sur cette bloc de la semaine, mais on va aller jusqu'au bout pour que nous fassions valoir thèse en tant que juriste arrivé, pour permettre que nous arrivions à la dernière manche et devant consacrer, bien évidemment, la victoire donc, du candidat, les jeunes, dans le deuxième tour. Avec qui est-ce qu'on va aller, nous ne connaissons pas. Maître Arsène de Juste, défenseur de Levaillant Louis Jeune, candidat au Sénat pour le département de l'Artibonite sous la bannière de Unité Patriotique. Le manque de confiance de la population en ses dirigeants est la principale raison liée au fort taux d'abstention lors des dernières élections en Haïti. Des déclarations de l'ex-ministre Anthony Dessources, membre du directoire de famille Lavalas. Il déplore le fait que 26 ans après l'organisation des premières élections démocratiques dans le pays, les dirigeants n'aient pu faire la liaison entre la majorité qui est en quête d'un lendemain meilleur et la classe possédante. L'ancien ministre de la Planification croit qu'il est temps pour les hommes politiques de remettre les pendules à l'heure afin de regagner la confiance du peuple haïtien. Anthony Dessources était l'invité du journal Infovision hier matin. Il répondait à Valérie Numa. Jeudi 16 décembre 2016, naturellement, nous à 16 décembre 1990, côté effectivement de gagner en lumière qui devait clair pays à côté que les bons choix démocratiques qui étaient faits côté des bons présidents été élu au suffrage vraiment universel, côté que ça, on mondial voté, c'est ça que le détail comme résultat. Nous pensons que nous avons avancé depuis date 16 décembre 1990. Voilà que nous arrivons à 26 ans après, c'est Kounia, nous avons beaucoup plus de difficultés à élire nos dirigeants, que ce soit au niveau de la présidence, que ce soit au niveau du Parlement haïtien, même au niveau plus bas, en attendant que l'élection ou qu'elle faite, même au niveau des municipalités électorales, population gagne tout sous le monde qui sont diriger. D'ailleurs, nous arrivons à un point côté que nous pas même capables d'arriver à screener le monde qui est capable de gagner vraiment droit pour la élection, pour la des populations, mettez un bulletin de vote pour eux. Nous arrivons à un point côté nous avons un sentiment que les gens qui a dirigé nous n'ont pas gagné un profil dans le sens que ce pas des gens qui au-dessus de tout soupçon leur gagnent doute sous dirigeant ou certainement ils sont pas capables de conduire le pays à gens que nous avons conduire. Vous faites partie de la mouvance Lavalas Anthony Dessources. C'est vrai que 26 ans après, nous constatons que si on fait un bilan, ou on nous compte que bilan très maigre, mais un peu le monde vient estimer que bon, nous tellement fait intenade, nous tellement bêtisé, ça vient fait que ou demander tout, est-ce que c'est pas un ensemble de efforts et énergie qui gaspillé parce que nous pas arriver à récupérer justement pour nous permettre que le pays a aller de l'avant. Le vrai blocage d'après on a lecture par c'est qui ça lié Anthony Dessources. Collectif là que nous pas fin arriver faire parce que c'est nous-mêmes qui dit que nous représenter l'idée vision et intérêt par fin arriver faire. Parce que c'est nous-mêmes qui dit que nous représenter l'idée, vision et intérêt minorité possédante. Ou mais nuance. Nous cherchons
chercher tirer bagarre à côté par eux, nous pas arriver à faire collectif ça. Et je pense que tout autant que nous pas arriver à faire lien ça, nous pas sortir. La deuxième partie du journal, il est 7h passé de 38 minutes. Dans le cadre des activités marquant le 200e anniversaire de la Chambre basse, une messe d'action de grâce a été célébrée hier vendredi à la chapelle Notre-Dame de Fatima au bicentenaire. Seulement une dizaine de députés sur 93 en fonction, des cadres et employés de l'institution y ont pris part. Dans son homélie de circonstance, le père Édouard Ducarmel, curé de la paroisse Marie Auxiliatrice de Sorte, a appelé les parlementaires à se mettre non seulement à la hauteur de leur mission, mais aussi à l'écoute du peuple haïtien qui a soif d'un lendemain meilleur, de développement durable, d'infrastructures, de modèles et de changements. Les propos de père Édouard Ducarmel au micro de Jean-Tony Lorté. 16 décembre 1816, 16 décembre 2016, 200 ans. C'est un jour fatidique dans notre histoire de peuple. Notre Parlement fête aujourd'hui ses 200 ans d'existence. C'est une date spéciale, c'est un jour spécial et c'est un honneur d'être aussi ici et comme membre de la 50e. Et c'est pourquoi ce matin, au tout début de mon homélie, j'aimerais bien vous dire, soyez à la hauteur de cette grâce en faisant votre mission comme parlementaire. Je ne suis pas là pour vous dicter tout ce que vous devriez faire, mais tout simplement, j'aimerais bien vous dire que ce peuple qui souffre attend beaucoup de vous. Ne soyez pas sourds, mais à l'écoute de ce peuple qui souffre. Tout le monde rêve d'une nouvelle Haïti. Soyez donc, vous, parlementaires, soyez des pionniers à construire ce rêve et à faire de ce rêve une réalité. J'aimerais bien vous dire, chers amis, chers concitoyens, il faut essayer de mettre de côté nos querelles de chapelle, mais penser Haïti. Haïti a soif des jours meilleurs. Haïti a soif de développement durable. Haïti a soif d'infrastructures. Haïti a soif de modernisation. Haïti a besoin de changement et de sécurité. Haïti chérie, plus bel pays. Passez où n'a point. Cette chanson n'était pas une simple parole imaginaire, une utopie, mais elle reflétait une réalité vivante. Aujourd'hui, que représente cette chanson à nos yeux comme haïtiens? L'heure est grave et c'est maintenant qu'il faut travailler. L'heure est grave et c'est maintenant qu'il vous faut mettre au travail pour rêver une nouvelle Haïti. C'est l'heure de l'éveil. Pendant ces 200 ans, il y avait pas mal de luttes, tant de luttes sempiternelles, tant de problèmes, tant de divisions qui avaient tant rongé le tissu de la démocratie. À partir d'aujourd'hui, 200 ans, donner, mes chers amis, une nouvelle vision au Parlement haïtien. Et en tant que deuxième pouvoir, soyez la balance qui fait l'équilibre. Et en tant que représentant du peuple, n'oubliez jamais d'où vous êtes sortis. Durant ces 200 ans, vous avez réalisé aussi pas mal de bonnes choses. Tant d'efforts ont été déployés par vous et aussi par d'anciens collègues pour tenir le feu de la démocratie toujours allumé. Mais il y a d'autres choses encore à faire. De son côté, le président de la Chambre des députés, Scholzer Chancy, a appelé ses collègues à la réflexion et à la méditation afin d'aider à sortir le pays du marasme dans lequel il se trouve depuis de nombreuses années. Les députés doivent s'engager davantage dans la lutte visant à offrir d'autres alternatives au peuple haïtien, estime l'élu d'Henry qui remercie tous ceux qui ont contribué à la réalisation des différentes activités marquant le 200e de la Chambre basse. Nous l'écoutons. Au niveau de la Chambre des députés, on a fêté 200 ans avec un sentiment que non seulement
nous faisons travail, mais avec l'espoir qu'on a fait plus que ça. Parce que moi-même, comme président, j'ai honneur pour ce moi-même qui président de la Chambre des députés dans l'occasion du 200e. Et 200e, ça a supposé pour nous, au moment de réflexion, au moment de méditation, pour nous regarder côté nié et côté de sortie et côté de bralé. Et nous pensons que le pays a une situation, dans un moment difficile, que Pissit est supposé mettre ensemble pour nous sauver. Et nous pensons que nous-mêmes au niveau de la Chambre des députés, nous avons fait tout ça possible pour nous aider le pays à sortir parce que pendant 200 ans, il faut une évaluation côté nous. Certainement parce que le pays est en route là trop longtemps, Haïti est en route là trop longtemps, il faut que nous bouchions. Mais est-ce qu'on pense que la République est capable de faire de 50 législatures qui passaient 200 ans comme bilan, comme résultat? Ça, moi, je pense que je vais quitter ça avec la société, je vais quitter ça avec vous autres au niveau de la presse pour nous répondre parce que nous-mêmes, nous avons un bilan, nous avons un que nous faisons, mais cependant, je pense que c'est la société qui a répondu ça. Président, je dis à son messe qui marque 200 ans, célèbre création de Chambre des députés, nous marquons très peu de parlementaires, mais ça, qui ça doit le fait qu'il y ait très peu de députés qui là? Non, ce n'est pas la problème parce que nous avons un pilote d'activité. Il y a des députés qui sont sortis, qui ont l'activité soit pour match de football là, il y a l'autre qui a question atelier. Donc c'est justement cette quantité. Nous ne pouvons pas prévoir d'après tous les députés, tous 93 députés là, mais nous prévoir une quantité et nous sommes une quinzaine, c'est presque ce qu'on a prévoir. Aucun officiel du gouvernement non plus. Nous sommes des actions de grâce qui sont dédiées spécialement aux députés et aux employés de la Chambre des députés. Des mesures d'apaisement social seront prises en faveur de la population à l'occasion des fêtes de fin d'année, selon le président provisoire Joslerme Privert, indiquant que le gouvernement s'est réuni autour de cette question jeudi dernier. Des travaux d'assainissement seront effectués notamment à la capitale, ce qui favorisera la création d'emplois, a informé Privert. Il a aussi fait état d'une rencontre entre la MINUSTA, la PNH et la UNPOL en vue de prendre les dispositions pour assurer la sécurité de la population durant cette période. Le président provisoire Joslerme Privert. Pas plus tard que cet après-midi, moi j'ai eu une réunion avec le Premier ministre et plusieurs ministres sur cette question. Là, nous parlons de perspectives de fin d'année, nous parlons des festivités de fin d'année. D'ailleurs, aujourd'hui, information que nous gagnons, tous les hôtels de la Côte des Arcadins sont déjà réservés. Ça veut dire qu'il y a pile mouvement, il y a pile monde qui a rentré dans le pays, il y a pile monde dans qui a fait déplacement vers cette école. Ça veut dire que fête de fin d'année est déjà annoncée. Pendant l'annoncer, il faut que l'État assure à chaque citoyen et citoyenne dans le pays que bien-être était la principale préoccupation. Et là, nous parlons des activités liées aux fêtes de fin d'année. Nous ne parlons pas seulement des activités festives, nous parlons de l'assainissement. Tout le monde a témoin, depuis vendredi dernier, il y a un blitz qui fait sous centre-ville Port-au-Prince pour nous faire une grande toilette de la zone métropolitaine. Pas plus tard qu'hier, nous avons une réunion avec le comité en charge de cette grande toilette, avec les maires de la zone métropolitaine, pour que demain encore, cette grande opération de nettoyage de la ville, y commencer. L'un parle de nettoyage, l'un parle d'assainissement. Ça ne se résume pas uniquement à des équipements de travaux publics. Ça inclut aussi de la main-d'œuvre. Ça inclut aussi des gens qui sont recrutés pour nettoyer la ville. Ça va permettre une certaine circulation monétaire d'argent dans les quartiers populaires pour permettre à chaque monde dans la société des moyens pour répondre à obligations par eux en cette période de fin d'année. Soit fait sécurité. Pas plus tard que ce midi, encore, nous avons organisé une grande réunion au Palais national avec le personnel uniformé de la MINUSTA. Ça nous est le UNPOL, la FPU, les militaires et la police nationale. C'est pour nous assurer nous que sécurité vit avec bien monde garantie depuis jeudi jusqu'à mon départ du Palais national le 7 février 2017. Le Bureau de monétisation et des programmes d'aide au développement BMPAD a clôturé jeudi dernier à l'hôtel El Rancho à Pétionville plusieurs projets financés par la Banque mondiale. Il s'agit notamment du programme ProDépur qui contient 168 sous-projets et le PRECAD qui ont permis la réhabilitation de 2500 maisons, la construction de 300 autres et la réhabilitation de 50 km de route. Selon Patrick Noramé, le directeur général du BMPAD, des groupements communautaires de base, des mairies et firmes de consultation ont participé à l'exécution de ces projets, s'est-il félicité. Vous avez loué, mesdames, messieurs,
que les défis étaient de taille et que les institutions étatiques, sous le leadership du BMPAD, ont fait preuve de beaucoup de perspicacité et surtout de clairvoyance, en œuvrant en synergie pour aboutir à ce travail concerté. Ce bilan satisfaisant répond aux attentes escomptées, correspond aux devoirs bien accomplis d'une équipe solide, consciente des enjeux du moment. Rappelons bien que au début, FA2 a 168 sous-projets ont été réalisés, alors que pour début Habitat et Précade, il y a 350 000 bénéficiaires directs, 2500 maisons ont été réparées, 300 logements ont été construits et 50 km de routes, de rues, de couloirs réhabilités. Dans ce contexte combien difficile, je voudrais remercier les différents représentants des MIDOD, qui sont les maîtres d'ouvrage délégués, des groupements communautaires de base, les cadets, les COPODEP, les mairies, les firmes de consultation qui ont participé à l'exécution de ces projets sur le terrain. Prenant la parole au nom du ministre de l'Économie et des Finances, Charles Edouard, un cadre du BMPAD a remercié la Banque mondiale pour sa générosité envers le peuple haïtien, notamment après le séisme du 12 janvier 2010. Il dit souhaiter la pérennisation d'un tel partenariat entre l'État à travers le Bureau de monétisation et la Banque mondiale. Ces déclarations. Il s'agit de 17 km de route qui ont été revêtus. Il s'agit de plus de 200 couloirs qui ont été réhabilités pour permettre une meilleure accessibilité à l'intérieur des agglomérations dans lesquelles ces projets ont été réalisés. Il s'agit de plus de 800 lampadaires qui ont été installés pour rehausser le niveau de sécurité au niveau de ces couloirs. Il s'agit de 200 maisons au moins, de 200 logements qui ont été fournis, donnés, remis à des gens qui ont été dépourvus et qui ne savaient justement ce qu'ils devaient faire après le tremblement de terre. Il s'agit aussi de plus de 3000 maisons qui ont été réparées, renforcées grâce, bien entendu, à cette collaboration et coopération en fait qu'on a développée avec le ministère des Travaux publics et d'autres institutions telles le CLBP, la DINEPA et d'autres secteurs. Ces projets ont été financés, et je le rappelle, par la Banque mondiale. Et au nom du BMPAD ce soir, au nom du gouvernement, étant donné que je parle maintenant en place du ministre des Finances, que ça porte bonheur, je remercie la Banque mondiale pour avoir financé ces projets. Autre information à ce journal, un signe de solidarité, de partage et de générosité à l'occasion de la Noël, l'institution mobile d'éducation démocratique a organisé hier vendredi deux concerts avec la Fondation du Troisième Âge et la Coalition haïtienne de femmes leaders, une foire médicale dans les locaux de l'IMED à Delma 19. Plusieurs centaines de malades ont pu se faire consulter gratuitement par une trentaine de médecins. De son côté, le docteur Jean-Claude Desgranges de la Fondation du Troisième Âge déplore le fait que seulement 5% du budget national soit alloué à la santé. Ketli Julien, suivi du docteur Jean-Claude Desgranges. Que nous pensons à eux, dans le santé, que c'est droit pour tout le monde gagner sur la terre et que le pays d'Haïti, nous n'avons pas même accès à l'hôpital, parce que l'hôpital, nous n'avons pas parce que
pas de seringue, parce que pas de sérum, et c'est dans ce sens-là que nous avons aidé. Ça qui pas accès à la santé, ça qui est plus pauvre, nous te dit ça premier pour nous, nous avons dit souvenir dans le toujours c'est aide que nous avons, et que nous avons un petit sachet, qui gagne quelques manger là-dedans, que c'est produits alimentaires, que nous avons fait nos cadeaux, et que nous ne pouvons pas garder, nous ne pouvons pas vendre nous-mêmes, c'est pas nous pour nous bailler, nous payons chaque mois. Nous pensons qu'à ce moment-là, on a des gestes pour faire par rapport aux populations qui ont plus de difficultés à accès à soins de santé. Population, côté budget, santé dans le pays ici, c'est seulement 5%. Dans le moment de portail, dans le jour de portail, ça, parce que c'est la fête universelle, la Noël, il faut nous capables de porter secours, concours. Nous avons plus de 30 médecins qui viennent là, qui font le va-et-vient, qui viennent porter solidarité à la population. Plusieurs patients interrogés par Radio Vision 2000 n'ont pas caché leur joie. Ils ont pu se faire consulter pour le diabète et l'hypertension artérielle. Suivez. Chaque fois, le matin, je suis en classe. Je m'appelle parce que ça démontre que mon cap pensé pour mon plus. Puis, par contre, je me sens tout comme un pot. Satisfait pour avoir de la paix. Oui, satisfait. Ça, c'est une bateau de tête, combien de tête mal, tête figée, et puis, moi, tout va l'air mal. Pour les maladies, tension, sucre, tout ça. Comment on fait ça? Donc, c'est une initiative qui est vraiment louable. Penser à occuper de santé population, ce que l'institution de l'État va faire.